une conversation qui a commencé il y a de cela un mois avec différents activistes de paix de partout dans le monde. Mon nom, c'est Christian Chito Chirigiri. Je suis de la République démocratique du Congo et actuellement, je travaille comme conseiller de programme pour une organisation danoise qui s'appelle Conducive Space for Peace, une organisation qui cherche en fait de transformer le système de résolution des conflits au niveau mondial pour créer de l'espace aux acteurs locaux de pouvoir intervenir, de pouvoir partager leurs expériences. Alors pour aujourd'hui, nous serons en train de faire un panel plutôt francophone parce qu'on a trouvé que dans tout ce que nous avons comme des gens qui nous suivent en ligne, il y a une diversité de représentation des langues et on a voulu essayer de faire une conversation en français aujourd'hui. Bientôt, nous allons rentrer dans une conversation aussi en espagnol pour donner la chance à différentes personnes ou différents acteurs qui nous suivent de pouvoir aussi contribuer à ces échanges. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par introduire ceux-là qui sont ici avec moi. Moseline, je te demande peut-être de te présenter un tout petit peu parce que tu es la personne que je vois maintenant devant mon écran. Je ne sais pas si tu peux dire quelques mots aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre depuis Facebook. D'où est-ce que tu nous joins et un peu parle-nous comment cette pandémie t'a affecté durant cette période. Tu te trouves à la maison. Quels ont été l'impact direct de la pandémie pour toi? On a du mal à t'écouter, Moseline. Je ne sais pas si c'est le son qui ne fonctionne pas de ton côté, mais ici, là, on a un peu du mal à te suivre. J'espère bien que les autres peuvent t'écouter, mais moi, je ne te capte pas bien. Moseline? Oh là 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 là. Le son ne fonctionne pas pour Moseline. Et voilà, nous allons continuer alors la conversation, comme je le disais. J'attends que nos amis, voilà, Moseline, tu viens de sortir. Est-ce que tu nous captes? Nous te captons bien, malheureusement, mais on ne te capte pas toi. Je ne sais pas si tu peux voir le son. Tu peux ajouter un peu le son de ton appareil, de ton... Là, malheureusement, pas encore. On ne t'a pas encore eu. Ah, ah. C'est dommage. Vraiment dommage. Mais essayons de voir si tu peux. Attends, je vois s'il y a un problème de son, mais de mon avis, tout va marcher. Tout marche bien de ce côté. Alors, on va remettre David, peut-être. David Koulibaly. Voilà, j'ai été un peu déconnecté. J'étais là, j'essayais de parler, mais j'ai été un peu déconnecté. Désolé, c'est des problèmes Non, techniques. sans problème. Non, ne te gêne pas. C'est tout à fait normal. Ce sont de petits problèmes techniques qui arrivent. Alors, on peut justement passer à une petite introduction. David, si tu peux nous parler de qui tu es, comment tu te retrouves maintenant, où tu te retrouves maintenant et comment la pandémie t'a affecté toi directement. Et dans l'entretemps, on est en train de voir le problème des soins avec notre ami Moseline de Haïti. OK. D'abord, bonjour, chers auditeurs. Bonjour tous les faiseurs de paix. Bonjour à tous les activistes à travers le monde. Et merci une fois encore à mon très cher frère Christian et collègue de m'avoir renouvelé encore sa confiance, de m'avoir invité sur cette plateforme. Je suis vraiment très honoré. Je m'aurais déjà dit que je sais que c'est une période très difficile et j'espère que vous allez bien d'où vous vous trouvez. Euh, le monde entier est en ébullition. C'est partout, c'est pas simplement aux États-Unis. Bien vrai que ma ville de New York, nous, on a été frappé de plein fouet. Voilà. Donc, mais pour avancer d'abord, avant même de me présenter, je ne saurais le faire sans prendre ne serait-ce que 30 à une minute pour marquer un silence pour tous nos disparus à travers le monde. Voilà. Voilà, c'est de façon symbolique pour ne pas trop empiéter sur le temps. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis David Koulibaly, je suis ivoirien. Je vis à New York. Je suis présentement gestionnaire d'un programme
pour le recensement général de la population ici aux États-Unis pour le compte d'une organisation africaine qu'on nomme African Communities Together. Une organisation qui se bat pour les droits civiques, sociaux et économiques des Africains ici aux États-Unis. Donc, c'est là que je bosse pour le moment. En plus de ça, je suis enseignant dans une université de la place, à Pace University, où j'enseigne la paix et la justice sociale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je suis là aujourd'hui pour parler un peu de l'impact du COVID-19 sur nos différentes communautés ici. Merci. Merci beaucoup encore une fois, David, pour cette présentation et aussi pour ce geste symbolique pour exactement marquer combien cette pandémie a affecté et continue à affecter beaucoup de nos vies. Et je te remercie d'avoir vraiment symboliquement représenté toutes les vies qui nous ont quittés durant cette pandémie. Voilà, nous avons aussi la compagnie de notre frère haïtien Moseline. Moseline, j'espère que tu nous captes. Si tu peux te présenter aussi à notre public qui est en train de te suivre maintenant. Et pour l'instant, est-ce que ça va? Oui, là, on te capte vraiment très bien. Ah, merci beaucoup. Et je dois vous remercier et d'abord Christian pour cette invitation. Et je tiens et surtout à saluer la présence de notre ami et David qui est ici sur le panel avec nous. Et puis tous les spectateurs, bien tous ceux qui s'intéressent à cette noble cause de droits humains, de construction de la paix. Donc moi, je suis Moselin Jean et je suis haïtien et je vis en Haïti. Et pour l'instant, je dirige une organisation dénommée Farewell Builders. Et cette organisation a surtout pour mission de trouver des solutions efficaces afin d'éradiquer toute forme de discrimination, d'analphabétisme et de pauvreté et en Haïti, en travaillant surtout avec les jeunes de milieux défavorisés et à la campagne ou bien dans les ghettos. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est pour moi un réel plaisir d'être là et de pouvoir partager ma connaissance et puis notre vision des choses et dans ce moment actuel que nous vivons tous, si stressant pour nous et que l'humanité est pour l'instant. Voilà. Super. Merci encore une fois, Moseline, pour cette présentation. Encore bienvenue à tous, à toi, David, et à Moseline, à ce panel d'échange qui sera vraiment très enrichissant, j'espère. Et en même temps, je veux tenir à informer notre public qui est en train de nous suivre que nous attendons toujours la participation de notre cher camarade Emmanuel Zandi qui sera participante de la République démocratique du Congo. Dès qu'elle sera là, on vous le fera notifier. Mais pour déjà démarrer avec cette conversation, je veux parler directement à ce que nous sommes en train de vivre comme pandémie. Voilà, David, tu as mentionné au début qu'il y a un impact vraiment significatif de la pandémie, surtout pour la communauté africaine aux États-Unis. Toi, tu es basé actuellement à New York. C'est un des épicentres de la pandémie durant cette période. Est-ce que tu peux un peu nous relater comment cela a affecté au fait, les communautés africaines avec lesquelles vous travaillez dans votre structure? Merci beaucoup, Tito, Merci beaucoup. Voilà, comme je disais dans mon introduction, voilà, le monde entier est en ébullition. C'est le chaos un peu partout. Et encore une fois, j'ai réitéré pour dire que j'espère que d'où vous vous trouvez, j'espère que vous allez très bien. Tout d'abord, je tiens à dire que, et je pense que je peux choquer certaines personnes, voilà, avec mes propos, mais aux États-Unis, le système de santé est très défaillant et injuste depuis très longtemps, ce qui justifie un peu le nombre disproportionné des Africains qui meurent. Bon, souvent, l'anglais va sortir un peu de mon français, donc, parce qu'on dort matin, midi, soir dedans, donc excusez pour ça. Voilà. Donc, c'est un problème de justice raciale. Les Américains noirs meurent en plus grand nombre. Quand je dis les Américains noirs, je mets aussi nos parents africains dedans, parce que lorsque quelqu'un meurt, si David Coulibaly meurt aujourd'hui, ils vont dire African American.
Donc, je nous mets de tous ensemble. Les gens meurent beaucoup et cela s'explique par la défaillance de système de santé ici aux États-Unis. Et il faut que je clarifie mon propos pour dire que ce virus peut infecter tout le monde, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit chinois. Mais lorsque ce virus affecte un grand nombre, un groupe de population, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une justice structurelle, une violence structurelle qui ne dit pas son nom, qui existe ici. Donc, je vais aller un peu pour dire qu'à New York, ici, parlant directement de la communauté africaine, moi, je suis de la Côte d'Ivoire, nous avons pratiquement une vingtaine d'Ivoiriens qui sont décédés. Bon, je n'ai pas tous les chiffres, mais c'est pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, je suis en train de parler à 14 heures. Nous allons enterrer un frère aujourd'hui qui est mort pour cause de coronavirus. Virus. Et dans la communauté guinéenne, c'est pareil. Dans la communauté burkinabé, c'est pareil. Donc, le mal est là et c'est vraiment en train de faire une catastrophe sur nos communautés noires de façon générale ici aux États-Unis. Si je peux continuer pour parler main à main, donner un peu des statistiques, je prends un peu les villes. Je prends New York. New York aujourd'hui à 52% noir. Si je prends Chicago, c'est à 30% noir. Si je prends des villes... je prenons seulement Chicago. Une ville comme Chicago, il y a 30% de noirs. 70% des personnes infectées par le virus sont des noirs. Comment peut-on justifier cela? C'est ça le gros problème. Ce qui se passe, je vais d'abord parler de ce qui se passe avant de rentrer dans l'impact, au fait. Bon, de façon ramassée aussi. Donc, nous avons deux types de travailleurs aujourd'hui. On a ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs essentiels et il y a les travailleurs non essentiels. C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne suis pas essentiel, je reste et je bosse à la maison. Mais la plupart de ces personnes qui nourrissent les États-Unis en ces temps difficiles sont des Noirs. C'est nous qui sommes des chauffeurs de train, c'est nous qui sommes dans les supermarchés et c'est nous qui sommes, comment on appelle ça, dans les hôpitaux en tant que des infirmiers, en tant que des balayeurs, en tant que des nettoyeurs. Donc, nous sommes physiquement exposés à la pandémie. Contrairement à d'autres personnes, si je prends, il y a pratiquement 30 à 35% des Blancs qui ont cette capacité de rester travailler à la maison contre 20% des Noirs. Donc, la plupart des Noirs sont obligés, malgré qu'on dit de rester à la maison, nous sommes les travailleurs essentiels. Voilà l'une des raisons directes de ce qui se passe, c'est ce qui amène beaucoup de morts dans nos communautés. Mais parlons, disons du côté structurel de la justice sociale. Les États-Unis, l'assurance n'est pas aussi facile à avoir et les communautés noires n'ont pas les moyens de se faire assurer. Donc, comme vous le savez si bien, on nous parle du virus qui s'attaque à des personnes qui ont des maladies préexistantes, des conditions qui sont déjà là, qui sont malades avant. Mais pourquoi quelqu'un va être malade avant s'il a les moyens d'aller se faire soigner? Les gens tombent malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Je te donne simplement un exemple qui va peut-être sans doute choquer. J'ai un ami cuisinier qui s'est coupé le doigt. Il est allé aux urgences, ils l'ont traité. Et lorsqu'ils l'ont traité, lui, on va une facture de $1 500. Pour juste une petite blessure, $1 500. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui découragent les communautés noires d'aller à l'hôpital. Donc, les gens sont malades. De façon générale, les gens sont malades. Ils restent à la maison. Ils ne font même pas des bilans de santé. Moi-même, je ne sais pas quand... Bon, j'ai une bonne assurance, mais quand est-ce que je suis allé à l'hôpital pour faire mon bilan de santé? On ne le fait pas. Contrairement à d'autres communautés qui sont toujours, quand ils ont un petit truc, parce qu'ils ont des bonnes assurances, ils vont à l'hôpital. Donc, voilà un peu ce qui explique et qui fait que lorsque les Noirs sont là, d'abord, ils sont déjà malades, ils sont obligés d'aller travailler. Donc, c'est en train de décimer nos populations. Voilà. Alors que si on donnait l'assurance à tout le monde allait partir très content, se faire soigner et tout, mais les populations noires n'ont pas cette capacité-là à se faire soigner. Et le mal est dans les communautés noires, où c'est là que les gens sont en train de mourir, que ce soit en Louisiana, que ce soit à la Nouvelle-Orléans, c'est pratiquement des Noirs qui sont là-bas et qui meurent en pagaille. Et ce n'est pas normal. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une question de justice sociale et même économique.
Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'éléments que tu viens de relever, David, dans cette intervention, notamment que la communauté africaine avec laquelle vous travaillez est totalement affectée durant cette période. Nous revenons encore une fois pour envoyer un message de solidarité à tous ceux et celles qui sont déjà affectés dans cette communauté africaine dans laquelle vous faites partie. Il y a aussi le problème de justice raciale dont vous êtes en train de parler, c'est que parce que les communautés africaines, les personnes d'origine africaine n'ont pas accès à des structures de santé, n'ont pas accès à l'assurance, c'est vraiment difficile pour eux de pouvoir, n'est-ce pas, être à mesure de répondre à leurs besoins de santé quand une pandémie de cette envergure tient place. Alors, pour ne pas trop traîner, je vais donner aussi la parole à Moseline, qui est en Haïti, de pouvoir un peu nous dire quel a été l'impact de cette pandémie en Haïti. Nous savons que Haïti a été aussi un pays qui a été affecté dans les années 2010 avec un grand tremblement de terre, c'est que vraiment les structures de base du pays sont encore fragiles pour répondre à la pandémie, mais je vais d'abord laisser à Moseline de nous dire un peu c'est comment les choses se passent en Haïti. Bon, et de toute façon, moi, je dois dire que Haïti, sur le plan structurel, c'est un pays vulnérable. Et comme vous venez de le mentionner, et tout d'abord, la catastrophe, je dirais, le tremblement de terre de 2010 a fait plus de 300 000 morts. Et puis, Haïti, à chaque année, connaît des périodes cycloniques ou bien des cyclones dévastatrices. Et pour l'instant, depuis le 19 mars 2020, 2 cas de coronavirus ont été révélés sur le sol haïtien. Et le président de la République a fait savoir que, ben voilà, on décrète l'état d'urgence au niveau national. Les gens ne doivent pas aller travailler, les écoles sont fermées, et puis bon, rien ne bouge. Cependant, la réalité nationale, la mentalité sorcière, c'est que beaucoup d'Haïtiens ne croient pas vraiment dans cette maladie. Et ce qui est problématique ou bien qui pourrait engendrer à l'avenir des milliers de morts. Et d'après le docteur qui est responsable de gérer cette pandémie en Haïti, il fait mention d'environ 20 000 morts à partir du mois d'août. Donc, si rien ne se fait. Mais là, ici, nous avons déjà 72 cas de coronavirus et la population haïtienne ne semble pas vraiment donner une importance capitale à cette situation ou bien cette montée de l'épidémie au quotidien. Et pour certains, il y a des rumeurs qui courent et on fait savoir aux gens que, ben voilà, certaines personnes qui meurent. D'ailleurs, parmi les 72 cas, il y a 6 morts. Donc, certaines personnes font croire aux gens que ben, c'est de l'envoûtement, que les autres personnes partent de vie à trépas. Donc, cette mentalité-là, cette mentalité sorcière, empêche vraiment les Haïtiens de réfléchir sur le bien fondé du coronavirus et ce qui, en quelque sorte, va engendrer, je dirais, une catastrophe humanitaire. D'ailleurs, sur le plan sanitaire, nous n'avons pour tout le pays que 47 hôpitaux. Donc, et ce ne sont pas des hôpitaux, je dirais, de qualité. Les services sont exécrables. Donc, les efforts qui se déploient dans les autres pays pour que les citoyens restent chez eux, en Haïti, c'est complètement, je dirais, impossible pour que la population reste chez elle, dans la mesure où
la population haïtienne, en soi, c'est une population qui, dans la majorité des cas, vit dans l'informel. Et une fois dans l'informel, c'est que c'est une population qui vit au quotidien, dans le qui-vive. Donc, ils doivent sortir. Ne pas sortir signifie une mort, je dirais, potentielle, imminente, beaucoup plus rapide, mais l'instinct de survie va dépasser, je dirais, cette peur de la maladie qui pourrait causer la mort. Et avec 47 hôpitaux pour environ 12 millions d'habitants, avec 47 hôpitaux pour 12 millions d'habitants, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est complètement impossible pour l'État haïtien ou bien les personnels de santé de pouvoir répondre à cette catastrophe. D'ailleurs, en Haïti, et selon les données du ministère de la Santé publique, c'est qu'il y a seulement 3000 pour ces millions d'habitants-là, il y a seulement 3354 médecins. Autrement dit, il y a 10,47 médecins pour 10 000 habitants. Donc maintenant, lorsque cette épidémie commence à faire ravage dans le pays, et surtout les hôpitaux que l'on désigne comme des hôpitaux de qualité et qui reçoivent beaucoup d'aide, hier, moi-même, j'ai lu un article sur un journal haïtien où il est dit que l'hôpital Bernard-Meuse, c'est un hôpital qu'on parle beaucoup et de lui en Haïti, bon, de sa capacité à gérer les crises ou bien à répondre aux standards internationaux, quelque chose de cette manière. Donc cet hôpital-là a seulement 6 salles ou bien 6 lits de soins intensifs. Donc dans une telle situation, la population haïtienne en elle-même est une population, je dirais, très, très vulnérable d'ailleurs. Et selon le médecin en chef, il est dit clairement que la population haïtienne, parce que tout simplement elle importe beaucoup plus qu'elle exporte, beaucoup de personnes souffrent d'hypertension artérielle. Or, cette maladie-là, puisque on en a déjà fait la mention, aux États-Unis par exemple, c'est parce que tout simplement les Noirs, ils mangent n'importe quoi. Bon, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent pour faire un régime, et je dirais beaucoup plus salutaire. Donc, les Haïtiens qui sont hypertendus, donc une fois attrapés la maladie, forcément, ils vont décéder. D'ailleurs, il n'a même pas d'infrastructure ou bien de décision prise par l'État haïtien pour endiguer, et je dirais, la pandémie ou bien la propagation de la pandémie en Haïti. Donc, c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui nous met dans cette situation de torpeur, dans ce stress-là au quotidien. Ouais. Et voilà, au fait, Moseline, il y a beaucoup d'éléments que vous venez de relever qui vraiment sont de grand intérêt pour cette conversation, notamment d'une part, une mentalité un peu indifférente de nos communautés en rapport avec une pandémie tellement dévastatrice. Vous parlez de l'inefficacité de nos structures de santé qui n'est pas capable de répondre à une pandémie de grande envergure, mais vous faites vraiment allusion au fait que si cette pandémie continue effectivement à faire ravage, nous aurons un impact plutôt catastrophique dans quelques mois qui viennent. Maintenant, là, je vois que nous sommes aussi déjà en présence de notre chère amie Emmanuela. Emmanuela nous joint depuis la République démocratique du Congo. Je veux lui donner aussi un moment justement pour se présenter à notre audience, spectateurs, et aussi à nous dire quelle est la situation en République démocratique du Congo en rapport avec cette pandémie un peu plus brièvement avant que nous descendions dans le vif de la conversation. Allô, Emmanuela, c'est ton tour. Malheureusement, on a fait une difficulté de te suivre. Je ne sais pas si tu nous captes, Emmanuela.
Le son ne sort pas clairement de notre côté ici. Je ne sais pas si, s'il y a moyen de vérifier la qualité du son dans l'entretemps. Et pendant que Manuela vérifie la qualité du son de son côté, je veux vraiment déjà entrer sur certains des points que vous avez tous de relever, Moseline et David, pour voir si on peut encore redonner un peu de lumière sur ces points. Et en même temps, je rappelle à notre public qui est en train de nous suivre que Conducive Space for Peace, pour lequel je travaille, et aussi Peace Direct et Humanity United ont récemment fait, au fait une consultation avec 400 activistes de paix dans 60 pays. Et durant cette consultation, il y a des éléments clés qui ont ressorti, notamment que la crise du Covid-19 et les efforts entrepris pour l'endiguer sont en train d'exacerber, n'est-ce pas, les causes sous-jacentes du conflit, en particulier les inégalités. David, vous avez parlé des inégalités du point de vue racial, vous avez parlé aussi du racisme structurel qui, au fait, affecte les communautés africaines aux États-Unis. Nous allons y revenir dans peu de temps. Un autre point qui a été relevé dans cette consultation, c'est que certains gouvernements sont en train, en fait, d'exploiter cette crise pour poursuivre leurs propres objectifs. Et cela n'est pas seulement le cas dans plusieurs pays africains où on a vu une sorte d'appropriation politique de la crise. Nous allons y revenir dans peu de temps. On a aussi entendu que la crise est aussi porteuse de chances de faire un peu de progrès dans la paix. Voilà, nous allons y voir si cela est possible et dans quel cas cela serait possible. Mais pour d'abord commencer avec la situation la situation d'injustice structurelle, d'inégalité structurelle, David, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les efforts qui sont en train d'être mis en place par les communautés africaines aux États-Unis pour répondre à ce problème et comment cela est géré d'une manière un peu plutôt holistique? Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce qu'il y a une mobilisation? Est-ce qu'il y a des efforts qui sont en train de vouloir répondre à cette injustice structurelle qui en fait, affecte plus les communautés africaines durant la pandémie? Beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Mais avant de répondre à ta question, j'aimerais saluer le frère Mosley Jean. Vraiment, il a touché un problème non seulement haïtien, mais aussi africain, qui touche tout le continent africain. Lorsqu'il parle de 47 hôpitaux qui sont dans des conditions exécrables, voilà, qui mettent nos populations déjà dans une situation de vulnérabilité totale. Pourquoi je voulais parler? C'est parce qu'il a mis le doigt sur un problème qui est le problème de copier-coller. Lorsque nous demandons aux populations de rester chez elles à la maison, restez chez vous à la maison, sans même prendre en compte les besoins, les instincts de suivi, les personnes doivent se nourrir. Et on prend, à New York par exemple, moi je reste depuis le 17 mars, je suis à la maison, mais je peux appeler, on m'envoie de la nourriture, j'appelle, on me fait la livraison, je n'ai pas besoin de sortir. Et dans les pays pauvres, dans mon Abidjan natal, dans les ghettos, où où il y a une concentration de population, les gens sont entassés ensemble. Donc, c'est pratiquement impraticable de dire à ces personnes de pratiquer ce qu'on appelle le social distancing. Ce n'est pas praticable. Donc, déjà, je passe par là pour dire que nos politiques doivent vraiment penser de façon innovative pour mettre une autre. Même si on va faire la social distancing, il doit avoir ça doit être adapté à nos réalités, de sorte que cela n'aggrave pas les situations, la question de la faim et tout. Quand on dit aux gens de rester à la maison, est-ce qu'on va les nourrir? Tu vois, c'est différent. Donc, vraiment, merci Mosley d'avoir mis les doigts sur ce problème. C'est un problème haïtien, mais c'est aussi un problème sur le continent africain. Donc, on espère que Dieu faisant, on n'aura pas trop de victimes chez nos pays. Revenons aussi maintenant à la question de justice sociale et qu'est-ce que nous faisons ici pour résoudre le problème structurel qui est l'une des causes des morts des Africains aux États-Unis. Je vais encore réitérer ce que j'avais dit. Quand on parle de justice, qu'est-ce que la justice? La justice doit garantir, comment on appelle ça, les justes parts des biens, des équipements à toutes les populations sans discrimination. Mais lorsqu'on a une partie de la population qui est mieux prise en compte que d'autres,
là, il y a un problème structurel. Il y a beaucoup de journaux qu'on peut lire. On voit qu'il y a des villes comme des counties en Floride où les gens ont été 100% testés. 100% testés et isolés. Et à New York City, on n'a pas ça jusqu'à présent. Surtout dans les communautés où nous vivons. Je vis dans le Bronx. Ce qui m'a un peu choqué hier, le Bronx est appelé la capitale du coronavirus. C'est un quartier qui est de façon prédominante noir et latino. Donc, c'est une sorte de la capitale. Alors qu'avant, on n'avait même pas ce problème. Mais pourquoi ce problème? Encore une fois, comme je disais dans mon introduction, nous avons maintenant deux types de travailleurs, essentiels et non essentiels. Qui sont les travailleurs essentiels? Ce sont principalement des personnes occupant des emplois très peu rémunérés, qui nécessitent leur présence physique et qui mettent directement leur santé en danger. Ce sont ceux qui travaillent dans les entrepôts, les stockeurs, les acheteurs, les chauffeurs, les travailleurs municipaux, les personnels hospitaliers, les aides-soignants qui vont, les aides-soignants, c'est-à-dire qui sont à la maison, qui viennent aider les parents à la maison, les parents vieillissants. Donc, toutes ces personnes font de façon... Ce sont nos parents, c'est des Africains, c'est des Noirs. Donc, ceux-là, ils sont obligés de partir. Ils sont même pas... Tu ne peux même pas prendre un day off, comme on appelle ça, c'est-à-dire que prendre un jour de congé. C'est un luxe. C'est un luxe parce que tu ne peux pas le faire. Tu peux perdre ton boulot en ces temps. Et tu peux ne même pas bénéficier de certaines allocations du gouvernement. Donc, ce que nous faisons, je parle directement de mon organisation African Community Together. Nous sommes sur le front. Nous aidons parce que nous sommes dans l'immigration et l'immigration n'a pas cessé. Et ça, c'est un aspect à ne pas négliger. ICE de Donald Trump continue à encore frapper aux portes puisque tout le monde est à la maison. Donc, les gens même ont peur, ne peuvent même pas aller à l'hôpital, même s'ils sont malades. Ils disent que si on va à l'immigration, on va les prendre. Donc, nous sommes en train d'éduquer les gens en faisant ce qu'on appelle « Know Your Right ». Et il faut connaître ton droit. Que faire en ces temps de pandémie si l'immigration vient frapper à ta porte, s'il veut te déporter ou s'il veut te prendre pour t'envoyer dans un camp de détention. Donc, nous faisons ça. En même temps, nous continuons aussi à guider nos différentes communautés aux ressources disponibles, telles qu'un peu d'argent pour vivre, telles que où trouver la nourriture. Et nous organisons des panels pour les informer des stratégies à mettre en place pour éviter le coronavirus. On a aussi des jeunes, comme hier, j'ai eu un jeune Guinéen qui est un politicien futur, qui prend sa voiture, qui se balade de maison en maison pour distribuer des masques. Parce que les masques, on ne peut même pas les trouver ici à New York. On veut que les gens se protègent, mais les masques ne sont pas disponibles. Donc, pour combattre ce côté structurel, les gens sont en train de beaucoup parler. Comme vous savez aussi, dans la loi américaine, il faut donner les statistiques par race. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, nous savons que les Noirs sont de façon inégale touchés par cette pandémie. Mais on n'a pas encore totalement la statistique des autres personnes, puisque moi, je suis le côté des Noirs qu'on se mobilise. Donc, nous sommes là, nous posons des actions, nous luttons, même pour les personnes qui sont des illégaux, qui n'ont pas de papiers. Comment est-ce que ces personnes pourront aussi manger, pourront aussi se mettre à l'abri de cette pandémie? Donc, ça, c'est l'un de mes boulots que je fais avec African Community Together. Et il y a beaucoup d'autres organisations qui sont aussi sur le front, qui sont en train d'essayer aussi de sauver nos communautés, de leur donner à la nourriture, de les guider pour ceux qui n'ont pas de boulot, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un emploi et même bénéfice. Donc, voilà tout un peu ce que nous faisons. Mais je pense que régler le problème structurel est un peu compliqué parce que là, il faut une volonté politique. Et là, nous ne pouvons pas faire ce que nous pouvons faire, c'est simplement aider autant que nous pouvons nos différentes communautés. Parfaitement, David. Merci beaucoup pour cette élaboration de différentes initiatives qui sont mises en place pour répondre à cette pandémie. Et je suis très content d'apprendre qu'au moins pour votre structure, vous vous chargez exactement de rassurer que les communautés africaines aient une mobilisation, une sensibilisation sur la pandémie, comment se protéger, mais en même temps, vous faites face à différentes réalités de, par exemple, l'immigration qui rendent difficile la vie des Africains pour
s'ils veulent même sortir pour aller se faire tester ou bien s'ils veulent aller se faire suivre un accompagnement médical, c'est vraiment une réalité plutôt difficile parce qu'ils se protègent aussi pour ne pas être, disons, expulsés du pays. Et rentrons aussi en Haïti où notre ami Mosley nous a en fait parlé d'une réalité plutôt macabre en termes de structure pour répondre à la pandémie si elle continuait à prendre de l'envergure. Mais plus particulièrement, est-ce que vous pouvez nous dire si votre structure sur place est en train de répondre d'une manière ou d'une autre, comme notre ami David l'a fait, pour faire face à cette pandémie? Et en rapport avec cette mentalité sorcière dont vous avez parlé, j'aimerais peut-être demander qu'est-ce qui se fait pour ramener à l'haïtien de chaque jour de prendre la pandémie au sérieux? Et il faut dire que le problème d'Haïti gît dans le fait qu'il y a un dialogue de sourds entre la population et les élites. Et là, je parle de l'élite politique, élite économique et élite intellectuelle. Et ce dialogue de sourds, dans le contexte de la pandémie, révèle toute la crise dans laquelle plonge la société haïtienne. Parce que le peuple, les personnes que le peuple devrait écouter, il ne les écoute pas. Le président de la République, quand il parle, il s'adresse à la nation, il dit quelque chose, et dans quelques minutes, lorsque le Premier ministre vient, le Premier ministre le contredit. Autrement dit, il y a une sorte d'embrouille dans les discours qui fait que la population en soi se trouve délaissée à elle-même. Maintenant, revenons à Farewell Builders. Ce que nous faisons, c'est surtout des sensibilisations. C'est ça l'idée, c'est dire au peuple que, ben voilà, dans les communautés là où nous sommes, bien sûr, donc c'est dire aux gens que la maladie, c'est pas un tabou. Et de faire en sorte que dans notre manière, que les fake news ou bien les fausses informations qui circulent à travers les médias sociaux, il y a des vieux ou bien des personnes qui ne sont pas vraiment avisées sur la véracité ou bien la fausseté d'une information. Lorsque ça arrive, nous essayons de contourner ça pour faire savoir aux gens qu'effectivement, il y a du coronavirus et qu'ils doivent normalement prendre des précautions. Et c'est ça que nous pouvons faire parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons vraiment aucun moyen de le faire. Cependant, la méthode de Farewell Builders, c'est plutôt une méthode, je dirais, et consistant à entreprendre une sensibilisation pratique. Par sensibilisation pratique, qu'est-ce que nous entendons? C'est que nous ne sommes pas tout simplement sur le terrain pour demander aux gens de rester chez eux pendant qu'ils vont mourir de faim. Nous ne pouvons. C'est quand même, je dirais, absurde, quoi. Toute l'équipe, nous croyons que c'est absurde. Voilà. Donc, une sensibilisation pratique, on dit aux gens, ben voilà ce qu'il faut faire, mais en soi, on est en train de rechercher quelques supports et afin de pouvoir des kits alimentaires et surtout hygiéniques pour faire en sorte que la population puisse au moins trouver quelque chose pour subvenir à ses besoins. Et surtout, ça, on tient compte de
surtout du nombre d'enfants et par famille. Et bon, on a déjà entrepris quelques recensions et on évalue quelques zones les plus vulnérables et avec qui nous travaillons. Mais enfin, jusqu'à maintenant, c'est surtout cette phase-là de sensibilisation, de comment se protéger, ne pas participer dans les activités de groupe, les manifestations, quelque chose de cette manière. Donc, c'est cela même qui peut nous protéger. Et c'est bien malheureux que jusqu'à maintenant, et parfois, il y a des groupes qui manifestent en Haïti. Donc, et l'ignorance de certaines personnes, et je me rappelle ça, qui allait et prendre une personne infectée dans un hôpital et la personne était dans leur quartier, ils prennent la personne et puis ils vont quelque autre part pour demander aux responsables politiques d'évacuer cette personne. Et ils n'ont pas de masque, tout simplement, ils le font. Donc, c'est comme si vous avez ici affaire à une population qui ignore tout, même de ce qu'on pourrait appeler la contagiosité de la maladie. Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a une crise de communication parce que le peuple, dans ses actions délétères, ses actions inertiales, et ben, ça quand même aura des impacts significatifs. Mais nous, au niveau de Feral Builders, nous essayons de contourner ça et de réduire la courbe de propagation du virus dans la mesure du possible. Très chaleureusement, merci à toi, Moseline, pour cette intervention et pour montrer que c'est une lutte qui est pas facile. C'est comme on dirait courir derrière, monter la montagne, mais sans savoir que tous les efforts qu'on est en train de faire, c'est comme toujours en train d'essayer de combattre une mentalité plutôt forte qu'on met de l'effort. Et je pense que c'est un élément très crucial à faire élever. Il y a aussi David qui a mentionné du côté américain qu'il y a aussi un grand problème de volonté politique. Nous savons bien que c'est une période cruciale aussi qui prépare aux élections présidentielles qui arriveront bientôt. Alors, pour le moment, je pense que nous allons devoir d'abord essayer avec notre ami Emmanuela, si cette fois-ci la connexion l'a permise de bien se connecter. Alors, Emmanuela, justement, nous sommes en train de nous réaliser au fait un inventaire de tout ce qui se passe dans nos pays en termes de gestion de la crise. Mais bien sûr, tu veux commencer d'abord par te présenter à notre audience et nous dire comment tu as répondu à cet impact de la pandémie personnellement. Alors, bonjour, est-ce que vous... Hey, ça passe bien. Là, on te capte vraiment, finalement. Finalement. Ouais. Alors, toutes mes excuses pour le problème de connexion tout à l'heure. Je m'appelle Emmanuela Zambie, comme Christian vient de me présenter tout à l'heure. Je suis actrice, journaliste aussi, et également je suis fondatrice d'une non mentale de la et en tout cas comment de la paix des instances. Je suis ambassadrice des Nations Unies et également vous parler de comment est-ce qu'on vit le Covid-19 en République démocratique du Congo. Alors, est-ce que c'est bon pour les présentations? Allô? Oui, allô, on te capte. Okay. Est-ce que c'est bon pour la présentation? Ouais, c'est très bon pour la présentation. Merci beaucoup, Zandi. Au fait,
pour ce qui nous concerne maintenant, nous sommes en train d'évaluer quelles sont les mesures mises sur place pour répondre à l'impact de la pandémie. Je ne sais pas si tu peux nous relayer un peu au niveau de Kinshasa, où vous êtes basé actuellement, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour répondre à la pandémie, et plus particulièrement pour ce qui te concerne dans le travail d'activisme, particulièrement des droits de la femme, des droits des enfants qui sont maintenant confinés. Quels sont les impacts directs que les femmes et les enfants subissent durant cette pandémie? Ok, merci beaucoup pour la question. Il faut dire qu'à Kinshasa, on a un quand même élevé de contamination au Covid-19. Alors là, maintenant, nous sommes à plus de 400 cas et plus de 20 décès, c'est-à-dire plus pratiquement par décès. Mais on a quand même un très militaire, 35 personnes et le gouvernement a pris des résolutions de port de masque pour toutes les personnes publiques, mais également avait décidé 14 jours également de confiner une commune qui est plus épidémique donc à Kinshasa, une commune où il y a toutes les activités de l'administration, le ministère, et ça, le avait commencé. Alors, pour parler des efforts qui sont en train d'être de Kinshasa, on a beaucoup d'efforts, notamment patriotes qui étaient à l'extérieur. Ça, c'est un grand effort qu'on est en train de fournir. Mais je pense que de femmes, des enfants, il y a je veux dire une récurrence de violence, toute violence basée sur les enfants, de femmes et des filles. Et comme je l'ai dit souvent, pourquoi les femmes sont les épidémie que nous sommes en train de vivre maintenant à ça. C'est-à-dire que plus les jeunes filles sont beaucoup plus sous les mineurs, les enfants exposés à violences sexuelles, augmentent 3 fois plus, ou alors les femmes sont exposées à des violences conjugales, notamment on voit un peu partout. Mais cette recrudescence des violences rapidement, pas du tout total, d'ailleurs, fait que certaines activités sont au ralenti, qui fait à certaines personnes dans leur vie se trouvent tout le temps à la maison. Et c'est en fait violence publique, surtout contre les enfants. Merci beaucoup, Zandi, pour relater au fait cette réalité de l'impact Covid, particulièrement pour les femmes qui subissent maintenant beaucoup de problèmes de violences domestiques, de violences conjugales. Il y a aussi une réalité pour les jeunes mineurs. On a remarqué plusieurs cas de viols qui ont été recensés durant cette période d'harcèlement. Et je pense que c'est une réalité qui doit aussi être mise en lumière quand on parle de l'impact de l'épidémie et quand on parle aussi des interventions qu'on devrait mettre sur place pour, de manière plutôt différentielle, de porter un appui à différentes populations qui sont affectées par la pandémie. Alors, nous sommes en train de tirer petit à petit vers la fin de notre session de cet après-midi, mais pour nous ramener encore une fois vers la fin de la conversation, j'aimerais peut-être demander à nos chers panélistes de pouvoir, en résumé, quand vous pensez à ce qui devrait être fait dans le pays et quand vous évaluez les mesures qui sont déjà sur place, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit être fait pour redonner un peu plus aux efforts disons, de protection, de prévention et de réponse à la pandémie. Ça, c'est d'une part.
Et d'autre part, j'aimerais savoir si vous avez un message plus particulier, parce que vous êtes activiste de paix, est-ce que vous avez un message plus particulier à ceux et celles qui sont directement affectés par une forme de violence liée à cette pandémie? On avait déjà vu plusieurs cas. Vous avez parlé de violence conjugale, vous avez parlé de violence à la maison, mais il y a aussi d'autres cas où les personnes sont ciblées, où les communautés sont ciblées, où il y a disons, une intoxication politique qui fait à ce que certaines personnes se mettent en conflit entre elles. Alors, je vais commencer alors avec David pour nous aider un peu à répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qui manque, qui peut être fait? Quel message pour les activistes qui sont dans, disons, qui gèrent les questions reliées aux violences de la pandémie? Manuela, c'est comme si je n'arrivais pas à capter. Vraiment, je suis pas trop content, mais bon, parce que ce qu'elle disait, c'est essentiel. C'est pas bien grave, c'est aussi ça la technologie. Sans doute vous avez compris, mais moi, je n'ai pas beaucoup saisi. Mais merci de vous joindre à nous. Christian, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Mais avant de rentrer dans ce débat, j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont exposées à des violences qu'il y a des services. Chez nous, exemple à New York, on a un numéro 311 qui est des personnes qui sont dans des situations de violence domestique, par exemple, ce qui arrive beaucoup. Une histoire, il n'y a pas trop longtemps, il y a une dame qui m'a appelé, très connue, qui m'a appelé, pleurant au téléphone pour me dire que David, tu sais que moi, je vis avec quelqu'un de violent. Et maintenant, nous sommes dans le COVID-19. On nous dit de rester à la maison. Et je suis obligé, je n'ai nulle part où aller, de vivre avec ce monsieur qui me violente tous les jours. Donc, nous avons beaucoup de cas et ça aussi, c'est un problème que nous, à African Community Together, nous gérons. Donc, on a pu identifier d'autres organisations qui pouvaient aider cette dame-là. Donc, on a ce problème qui est là. Non, ça, c'est seulement un cas isolé. Mais imaginez, il y a combien de personnes qui vivent dans des foyers aujourd'hui qui sont violentées à cause de la pandémie. Et tu n'as nulle part où aller. Appeler la police, ils vont prendre tout un moment, tout le temps avant de venir. Donc, j'aimerais dire à ces personnes-là de façon spécifique, ici à New York, que n'ayez pas peur. Appelez le 311 et voilà, et vous serez aidés. Vous pouvez aussi appeler, il y a plusieurs organisations. Pour appeler mon organisation, African Community Together, nous pouvons vous aider à trouver les organisations pour vous aider, même si c'est pour vous enlever dans ce feu, dans cette violence, nous pouvons le faire. Donc, je voulais aborder la question des violences sur ce temps domestique. Et brièvement aussi, nous avons, en tant que quelqu'un qui est dans l'analyse des conflits, j'ai même demandé à mes étudiants de faire une analyse, de juxtaposer, on dit la COVID, non? La COVID-19, parce que c'est une maladie. OK. De juxtaposer la COVID-19 et l'achat des armes spectaculaires ici aux États-Unis et une violence qui peut en découler. Mais ça a été des essais qui étaient vraiment brillamment élucidés. Donc, il y a ce problème-là aussi qui est là. Les gens ont commencé à acheter beaucoup d'armes. Les gens ont commencé à s'armer. Et pourquoi ils le font? Bon, en termes de, comme nous, en tant que des personnes qui se sont spécialisées dans le conflit, en temps de grandes incertitudes où les ressources peuvent manquer, les gens ont peur, les gens se protègent. Donc, il y a cette violence-là qui est là, mais c'est une violence encore qui n'est pas encore là, mais qui peut venir. Donc, mon mot de fin que je voulais ajouter sur ça, c'est que, comme je l'avais dit avant que la sœur nous rejoigne, les statistiques sont là et c'est vraiment triste. Comme je parlais de New York, je parlais de la Nouvelle-Orléans, je parlais de la Louisiane, de Chicago, de Detroit et de certaines parties de Californie, qui sont des villes avec une grande concentration de Noirs et des Latinos. Bon, on nous appelle de façon abusive les minorités. Donc, un exemple, chez nous ici à New York City, les Noirs représentent 22% de la population. Les Noirs, 22% de la population à New York. Mais ce qui est choquant, 28% des décès dus au coronavirus sont des Noirs. C'est-à-dire qu'on représente 22% de la population, mais 28% des cas de décès
sont des Noirs. Une autre statistique, les Latinos représentent 29% de la population de New York, mais ils représentent 34% des décès. Disons, la moitié, c'est-à-dire que les Noirs et les Latinos représentent la moitié de la population à New York, 51-52%. Mais c'est ceux-là qui sont touchés. Et pourquoi ces personnes-là sont touchées? Parce qu'il y a l'injustice structurelle qui est là. C'est des personnes de façon... bon, on dit que les Noirs et les Hispaniques ont des risques, risk factors, risques de... Comment on appelle ça, Chito, en bon français? C'est-à-dire que des personnes ont des maladies sous-jacentes qui les exposent plus au COVID-19. Oui, c'est vrai, ces personnes-là ont ces conditions-là. Mais qu'est-ce que vous avez fait de façon préalable? Est-ce que vous avez donné accès aux soins de santé? Et donc, il y a tous ces injustices qui sont là, qui doivent être réglés, qui n'est pas réglé. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de donner les masques et tout. Mais les populations noires ne sont pas... Il n'y a pas de... Tu ne sens pas d'action politique dans ces différents endroits, comme tu vois les actions dans ce que je vais appeler les red states, où les politiques sont vraiment... Ils font tout. Comme je disais, il y a des counties, il y a des petits villages où il y a plus de 100% des personnes qui sont testées. Mais quand c'est dans les côtés noirs, personne n'est testé. Donc, pour répondre à la question, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, qui ne sont pas faites. On pouvait gérer cette crise de façon rapide, rationnelle et collective. Mais ce qui n'est pas le cas. Voilà. Mais Dieu merci que nous avons des organisations. Voilà pourquoi le pouvoir des ONG est vraiment important. Parce que chacun a une capacité, chacun exerce dans un domaine bien spécifique. Et ensemble, nous venons pour identifier les besoins de nos populations et nous les aidons sur cette base-là. Il y a beaucoup à faire, mon frère, mais c'est vraiment triste ce qui se passe avec les statistiques ahurissantes. Voilà un peu ce qui se passe chez nous ici. Merci encore une fois, David, pour ce panorama que tu viens de nous relater, au fait, qui montre exactement qu'il y a beaucoup de choses à faire et que voilà, il y a beaucoup de communautés africaines qui sont directement affectées, notamment en New York, où vous parlez, plus de la moitié de la population est disons presque africaine, mais la grande partie exactement est affectée et on n'en voit pas assez d'efforts au niveau politique pour y répondre. Et comme tu l'as bien dit, c'est très important que les initiatives locales puissent essayer, au fait, de porter solution là où ils le peuvent. Nous avons aussi notre ami haïtien Moseline. Je ne sais pas si vous pouvez aussi répondre à la question. Nous sommes en train de clôturer, aller presque vers la fin. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui doit être fait au niveau haïtien pour au moins essayer de mitiguer l'impact de la pandémie? Et en même temps, si vous pensez aux personnes qui sont directement affectées par des violences reliées à la pandémie, qu'est-ce que vous leur dites? Je réponds en fait le message que David a bien épinglé, c'est lui de montrer que, par exemple, au cas américain, il y a aussi une montée d'achat d'armes pendant que nous parlons de la propagation de l'épidémie, ce qui, au fait, une bombe disons, à retardement pour une sorte de violence qui pourrait survenir dans quelque peu. Mais pour le cas haïtien, quel est l'impact de cette pandémie sur la résolution, sur l'état des conflits dans la société? Bon, en fait, le problème que moi-même je trouve en Haïti ou bien dans la population haïtienne, c'est surtout une sorte d'ignorance ou bien le crétinisme de certaines gens. Et ça, je le dis parce que la question de la violence qui est en train de manifester en Haïti, c'est surtout une question qui, si les gens étaient avisés, ils ne les auraient pas, je dirais, commises, dans la mesure où, en fait, moi-même, je m'en souviens de ça, et je l'ai vécu, et c'est une anecdote que je vais vous donner. Et j'étais à l'université, là où j'ai étudié la sociologie, pour discuter avec mon directeur de mémoire. Et revenant de la salle du secrétariat, j'ai rencontré un professeur, mais il était revenu des États-Unis. Dans la soirée, il a
il a affiché sur son statut WhatsApp qu'il ne se portait pas trop bien et les symptômes qu'il a ressentis et prédisent ou bien préjugent le coronavirus. Bon, le ministère de la Santé publique a envoyé une délégation pour dépister le professeur et puis il y a des personnes dans le quartier même du professeur qui sortent avec des machettes, des bâtons, afin ou bien d'assassiner le professeur et sa femme, ou bien on ne sait pas vraiment. Il jure devant la maison du professeur, ben il doit sortir. Et une ambulance est venue chercher le professeur pour l'amener dans un autre hôpital. Non seulement et l'hôpital ne l'a pas reçu, mais il y a des personnes aussi qui arrêtent devant l'hôpital, disant que au cas où le professeur arriverait, il l'arracherait. Donc, autrement dit, il y a cette injustice sociale de dire que une épidémie ou bien une pandémie, une maladie, une fois contractée, et puisque ce n'est pas moi, c'est l'autre. On ne voit pas la communauté dans le sens d'une collectivité composée d'individus. Une injustice faite à un seul est une injustice contre tous. Une maladie contractée par un seul est une maladie qui menace tous, autrement dit tous les citoyens. Mais on est plutôt, au lieu de chercher à résoudre le problème de manière structurelle, on est dans une sorte de... On cherche à se protéger, donc les autres peuvent contracter la maladie, mais moi-même pourvu que j'y aille bien. Et je pense que ça, c'est surtout un problème majeur, un problème crucial que nous confrontons, avec quoi et nous essayons de confronter en Haïti. Là où je vis, dans mon petit village, il y a eu une dame, je pense que c'est le premier cas et mort du Covid-19, et dans le chef-lieu du département du Nord-Est, il passait de vie à trepas. Et puis le maire de la ville sillonnait presque tout le département avec la madame en vue de trouver un endroit pour le déposer. Là où j'étais à l'intérieur de ma maison, et puis à travers les rues, les gens se passent avec les bâtons et des machettes pour dire que bon, voilà, au cas où le maire arriverait avec ce malade et cette mort-là, donc on va l'arracher, on va couper. Donc, autrement dit, même devant la mort, nous sommes incapables de penser, mais cette incapacité-là, il faut, moi-même, je l'impute surtout aux dirigeants. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est une population qui en quelque sorte a une vision de la maladie qui est tout à fait, et je dirais, archaïque et ignorante. Donc, nous, au niveau de Farewell Builders, pour endiguer ça, et comme je viens de vous le dire, et c'est surtout la sensibilisation que nous essayons de faire. C'est dire que n'importe qui peut attraper la maladie et n'importe qui, et ça ne veut pas dire qu'on doit en quelque sorte avoir, je dirais, un préjugé ou bien un comportement qui affecte la dignité de la personne. Parce que ça, c'est ce nous-là, c'est ce nous collectif que nous devons commencer par penser ensemble et surtout pour voir comment construire une société et comment faire en sorte que ensemble nous travaillons afin d'endiguer la propagation du virus. Parce que moi, je crois que la consolidation de la paix dans le cadre du coronavirus,
ça doit passer par un travail collectif. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ou bien de penseurs fustigent le président des États-Unis dans la mesure où, et au lieu de chercher à une solution internationale coordonnée afin d'endiguer la propagation du virus, et ce qu'il essaye de faire, c'est dire que les autres peuples peuvent mourir. Bon, nous-mêmes, aux États-Unis, nous allons voir comment nous pouvons faire ça. Or, ici, l'urgence est de penser globalement, de réfléchir globalement, de résoudre globalement pour que ça arrive, pour que nous ayons vraiment gain de cause sur le coronavirus. Donc, c'est un peu ça, et je pense que nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir, je dirais, donner une alternative à la population haïtienne, une nouvelle manière de penser le COVID-19, mais ce qui ne suffit pas, puisque normalement, il faut aussi, même lorsqu'on fait des sensibilisations, mais l'accompagnement et je dirais des besoins élémentaires, des besoins primaires tenant compte de la situation de la population, le taux de chômage et tout ça, donc les services publics, la question de l'injustice sociale, je dirais aussi, parce que tout simplement, vous savez, en Haïti, ça c'est un grave problème. L'inégalité accrue, ça tue aussi. Donc tout ça, donc et dans ce Covid-19 là, je pense que les grands perdants, ce sera les populations marginales. Donc je ne dis pas que les mulattes, et ceux qui sont les héritiers du système depuis avant l'indépendance. Donc je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas contracter la maladie, mais ce serait dans une moindre proportion, comme notre ami David vient de le relater dans le cas des États-Unis ou bien dans le cas du State de New York. Donc voilà en gros, c'est ça notre position sur la situation d'Haïti dans le cas de coronavirus. Donc ben voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments très importants que je pense qui reviennent encore en capital dans cette clôture de la conversation, notamment l'importance de la sensibilisation et aussi au fait, le fait qui est très important de relever cette mentalité plutôt à vouloir utiliser la pandémie comme une arme d'attaque contre les gens affectés. Vous avez au fait relevé le point d'une solution globale, d'une solidarité qui nous invite tous à répondre à ce problème. Mais je vais peut-être demander à notre sœur Emmanuela, qui est en ligne maintenant, et si elle peut nous dire, au fait, pour elle, quoi comme mesures qui devraient être mises en place pour, au fait, pallier disons, la propagation de la pandémie. Et si elle est en ligne, Emmanuela, vous êtes là? Je pense que Manuela a encore eu un petit problème de connexion Internet. Et pendant qu'elle essaie de se reconnecter, je pense que nous pouvons déjà, s'il y a une question de nos spectateurs, merci à tous ceux qui nous ont joints cet après-midi. Christian, je voulais dire un dernier petit mot pour ajouter sur ce que le frère a dit, si tu le permets. Non, vas-y, bien sûr. Okay. Vraiment, il a touché Donald Trump, c'est un président qui s'en fout de nos populations. Même vous avez vu qu'il a même demandé aux personnes de se faire vacciner avec les désinfectants, ce qui est très dangereux. Et lorsqu'il a été pris la main dans le sac, il a dit que non, qu'il était juste en train de plaisanter. Donc, pour dire que c'est vraiment un grand échec de leadership qui nous a mis dans ce problème-là. Aussi, je ne pouvais pas quitter ce panel sans parler de ce qui se passe en Chine, de manière que nos populations noires sont agressées par les Chinois. Les Chinois accusent les Noirs d'être à l'origine même de ce virus, ce qui est effarant, ce qui n'a pas de sens. Ils sont jetés dehors, ils sont frappés, et ils sont même exposés au virus. Ce n'est pas normal, les Chinois sont versés en Afrique, nous n'agissons pas de la même manière. Donc, nous lançons déjà un message à nos politiques et aussi aux Chinois de vraiment faire beaucoup attention, de sensibiliser les populations à ne pas s'attaquer à nos populations, aux Africains de façon générale en Chine. Pour terminer, comme j'ai parlé de ce problème... Si le problème vient d'en haut,
Effectivement, effectivement. Voilà pourquoi j'ai dit que voilà, il faut dire à nos politiques, seulement en Afrique, mais aussi aux Chinois, parce que c'est le gouvernement qui a fait sortir un communiqué qui a été mal interprété par les Chinois, ou bon, peut-être qui a été bien interprété. Voilà, comme j'ai dit aussi que le COVID-19, pour moi, est une question de justice sociale et même économique, ma proposition, pratiquement comme le frère Mosley l'a dit, il a dit qu'il faut penser globalement, agir globalement. Moi, je vais dire il faut penser localement parce que les réalités sont un peu différentes. Il faut penser localement. Quels sont les exemples si on prend le côté de New York? Il faut penser localement pour voir quels sont les problèmes à New York et agir maintenant globalement selon les leçons que nous aurons apprises de New York et nous pouvons maintenant partager ces expériences-là de façon globale. Donc, j'encourage cette manière globale, c'est forcément, mais pensons aussi localement comme en Afrique, on ne peut pas aller faire un copier-coller pour dire à nos populations, parce que c'est une pensée globale. Disons à tout le monde de faire social distancing. Ça, c'est une pensée globaliste qui est très dangereuse parce que ça ne prend pas en réalité les réalités locales. Donc, pour terminer mon propos, pour fournir une protection et un soutien significatif à tous les membres des différentes communautés, une réponse pour réduire, pour endiguer le COVID-19, pour s'attaquer aux injustices raciales omniprésentes au niveau fédéral, étatique et local. Il va falloir mettre tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir tout le nécessaire, le matériel nécessaire à tous les niveaux, que ce soit fédéral, étatique et local. Merci beaucoup. Merci encore une fois à vous deux, Moseline et David. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir cet après-midi dans cet échange tellement enrichissant. J'espère que aussi nos téléspectateurs ont eu la chance de pouvoir apprendre de vos expériences, mais surtout ce message que vous avez lancé qui est plutôt globalisant et aussi localisant. Je pense qu'il est très important. Ne perdons pas de vue que c'est chaque contexte a sa réalité, mais que nous sommes en solidarité comme une famille humaine globale à pouvoir faire face à cette pandémie. Voilà, je vous remercie encore une fois. Passez un bon après-midi partout où vous vous retrouvez. On se revoit encore une fois la prochaine fois. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye, Christian. Merci, David. Ouais.